Shirley lutte contre les larmes qui lui montent aux yeux et rassemble ses affaires sur son bureau, une tasse, une calculatrice, un calendrier et divers petits objets. Son amie tente de la calmer. Allons, Shirley, ne sois pas si bouleversée. C'est juste une perte d'emploi. Tu vois, l'entreprise est au bord de l'effondrement. Les salaires sont retardés et comme tu es arrivé plus tard que les autres, ils ont décidé de te licencier en premier. Tu trouveras un meilleur emploi. Vous êtes encore jeune. En plus, tu as un fiancé riche, donc tu ne seras pas laissé à l'abandon. Les filles reniflent. C'est vrai. Nous avons un mariage qui approche et maintenant je suis au chômage. J'imagine déjà les sarcasmes de ma belle-mère. Elle ne m'a jamais aimé de toute façon. Elle pense que je ne suis pas assez bien pour son fils, que je viens d'une famille ordinaire et que je travaille aux archives, et maintenant elle va me reprocher de dépendre de Brad, mais ce n'est pas de ma faute si ma mère m'a élevée seule. Nous avons toujours eu des difficultés financières. Ma mère n'est qu'une comptable, pas une millionnaire. Je ne pouvais même pas me permettre d'aller à l'université parce que j'ai dû suivre un cours de gestion de bureau après le lycée et commencer à travailler. Je venais de m'installer et de m'habituer à tout, et maintenant je dois à nouveau chercher un emploi. Quelle malchance! Hélène prend sa collègue dans ses bras et lui dit, « C'est bon. Les choses vont s'arranger. Ne sois pas si déprimée. Si ton fiancé t'aime, il comprendra, et quant à sa mère, ignore-la. Tu ne vis pas avec elle, après tout. Prends soin de toi, ma chérie. Je te souhaite bonne chance. » Shirley rentra chez elle, triste, et raconta tout à sa mère. « Oh, ma fille. Quelle malchance. Juste avant le mariage. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Les choses vont s'arranger. Regardez les offres d'emploi. Tu trouveras peut-être ce qu'il te faut. » Shirley alla dans sa chambre, se changea et s'effondra sur le lit, pleurant amèrement. Comment va-t-elle l'annoncer à Brad? La mère de Brad pensera certainement qu'elle ne sort avec son fils que pour l'argent. En regardant une photo de son bien-aimé, la jeune fille se souvient de leur rencontre. C'était tellement inattendu. En rentrant du travail, Shirley aimait rester longtemps sur le pont à contempler la rivière. Cela la calmait toujours. Elle le faisait presque tous les jours. Un jour, alors que la jeune fille était appuyée sur la balustrade, perdue dans les ondulations de l'eau, elle fut effrayée par un éclair. Il s'avéra qu'un jeune homme séduisant l'avait prise en photo. Shirley le regarda, perplexe et effrayé, et il commença à s'excuser. Je suis désolé. Je n'ai pas pu résister. Vous êtes très belle. Cela vous dérange si je garde cette photo en souvenir? Regarde, c'est très bien fait. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas un psychopathe ou quelque chose comme ça. Je suis juste passionné de photographie, et je suis toujours à la recherche de clichés intéressants. J'ai toute une collection à la maison. Au fait, je m'appelle Brad. Shirley rougit à ses compliments et murmure, « Et moi, je m'appelle Shirley. » Non, cela ne me dérange pas du tout. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me prenne en photo ici, sur le pont. Je viens souvent ici. J'aime regarder l'eau. Je me sens si calme et si paisible à l'intérieur. La photo était en effet magnifique, une jeune fille pensive de profil, avec ses cheveux blonds flottant dans le vent, sur fond de voiture qui passe. C'est ainsi que les deux jeunes gens se sont liés d'amitié et ont rapidement réalisé qu'ils étaient profondément amoureux l'un de l'autre. Ils sont attirés l'un vers l'autre comme des aimants et il ne se passe pas un jour sans qu'ils ne s'appellent. Chaque rendez-vous les rendait encore plus heureux. Brad n'était pas un homme ordinaire. Il était le fils d'un homme d'affaires. À 20 ans, il avait déjà sa propre voiture, offerte par ses parents. Il s'habillait à la dernière mode et était presque diplômé d'une université prestigieuse. Shirley, en revanche,
a grandi dans une famille ordinaire, voire pauvre. Sa mère Hélène l'a élevé seule, et il est difficile de subvenir aux besoins de Shirley, mais cette femme a toujours essayé de faire en sorte que sa fille soit aussi belle que les autres. Shirley travaille désormais comme employée de bureau dans une entreprise. Le salaire n'est pas très élevé, mais le travail est propre et organisé. Au début, la jeune fille a même eu peur lorsqu'elle a appris que Brad venait d'une famille riche. Elle pensait qu'il allait commencer à faire étalage de sa supériorité, mais non, Brad était étonnamment facile à aborder, ouvert et pas du tout prétentieux. Ils s'entendaient si bien qu'ils décidèrent bientôt de se marier. La mère de Shirley était ravie. Elle s'est immédiatement prise d'affection pour Brad, qui s'est montré poli et plein de tact lors de leur repas de famille. En revanche, les parents de Brad ne sont manifestement pas enchantés par Shirley. Madame Fuller se pince les lèvres et se retient de mordre plus fort. Tandis que Monsieur Fuller regardait Shirley avec une condescendance évidente, montrant ainsi son importance, la mère essayait de dissuader son fils d'assister au mariage. « Mon fils, reviens à la raison. Tu commets une terrible erreur. Lier ton destin à ce mendiant ? Elle n'a rien. Elle vit dans un taudis avec sa mère, n'a pas fait d'études supérieures et n'a aucune perspective d'avenir. Que voyez-vous dans cette simple fille, hein ? Regardez Meghan. Elle est d'un tout autre niveau, majestueuse, soignée, et elle étudie dans une université prestigieuse. Son père lui a déjà acheté un appartement dans le centre-ville. Mais Brad n'en démord pas et se met en colère. Maman, arrête. Arrête. Pourquoi mesures-tu les gens uniquement à l'aune de l'argent ? Tu as épousé mon père alors qu'il n'avait encore rien ? Et toi-même tu n'es pas de sang bleu. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ne puis-je pas me marier par amour ? J'ai vu votre Meghan quelquefois. C'est une fille effrontée et une trouble-faite, mais au fond, elle n'est rien. Je n'ai pas besoin d'elle. Je ne l'aime pas du tout. Tu comprends ? J'aime Shirley, et c'est tout. Finissons avec cette conversation désagréable. Je n'ai pas besoin d'un mariage somptueux, et je ne te demande pas des millions. Nous nous marierons et c'est tout. Monsieur Fuller a fait une remarque venimeuse, eh bien, et où allez-vous vivre, les tourtereaux ? Où pensez-vous amener votre fiancé dans notre manoir ? Et avec quel argent allez-vous faire vivre votre famille ? Pas la mienne, j'espère. Tu viens juste d'obtenir ton diplôme universitaire. Tu n'as pas encore les pieds sur terre. Brad a répondu avec chaleur, ce n'est rien. Nous vivrons. Nous louons un appartement pour l'instant, et ça va. Je travaille à temps partiel. L'essentiel, c'est qu'on s'aime, et le reste viendra. Je veux tout réaliser moi-même en partant de zéro. Il est important pour moi de réaliser ce que je vaux sans ton argent. Tu ne comprends pas ? Elle aimait beaucoup Brad, ne pouvait littéralement pas imaginer sa vie sans lui, et était terrifiée à l'idée qu'il donne la priorité à l'opinion de ses parents et la quitte. Et puis il y a ce licenciement. Ils penseront certainement qu'elle a été renvoyée parce qu'elle était stupide. Mais les craintes de la jeune fille étaient vaines. Brad l'a prise dans ses bras, l'a embrassée fort et l'a consolée. Ne t'énerve pas, ma chérie. Tout peut arriver. Nous célébrerons le mariage, puis je t'aiderai à trouver un autre emploi. Je suis là pour toi. Nous sommes ensemble. Nous nous en sortirons. Je t'aime. Ne l'oublie jamais. Shirley expire, je t'aime aussi, Brad. Tu es formidable. J'ai de la chance de t'avoir. Et c'est tellement bien que nous nous soyons rencontrés à l'époque. Le jour de la fête arriva. Shirley enfila une simple robe blanche et se regarda dans le miroir en souriant. Elle lui allait parfaitement. Elle était d'excellente humeur. Aujourd'hui était le jour le plus important de sa vie. Un mariage. Quoi de plus excitant pour une jeune fille ?
Mais sa belle-mère ne partageait pas sa joie. Elles attendaient les jeunes mariés, et son mari, dans le restaurant, se lamentait, « La mère de cette jeune fille affamée arrive maintenant. La mère de cette fille affamée arrive maintenant. Je ne veux pas la voir. Qu'est-ce qu'elle va donner aux jeunes? Elle n'a rien. C'est une honte. Et où notre Brad a-t-il trouvé une telle idiote? Il devrait réfléchir avec sa tête au lieu de croire en l'amour. » Les jeunes mariés entrent dans le hall. Les invités les saluèrent et la fête commença. La mère de Shirley était habillée modestement, sans fioritures, dans une robe classique, avec des chaussures strictes et discrètes. Ses seuls bijoux sont une broche et des boucles d'oreilles. Lorsque la femme s'est levée et a pris le micro, la mère de Brad s'est mise à renifler avec mépris. Qu'est-ce qu'une robe terrible? Un adieu à la jeunesse. Quant à Madame Fuller, elle avait l'air d'une vieille adolescente. La robe écarlate, très à la mode et provocante, coûteuse, était ridicule sur une femme de son âge, et le nombre considérable de diamants et d'or pesant sur son cou alourdissait son image. Madame Fuller s'efforce de paraître plus jeune, en s'injectant régulièrement du botox. Son visage est absolument lisse, sans rides, mais il ressemble plus à un masque inanimé qu'à une image de jeunesse. Pendant ce temps, Hélène commence à féliciter les jeunes mariés. Mes chers enfants, Shirley et Brad, aujourd'hui est le jour le plus important de votre vie. Car vous devenez mari et femme. Je vous souhaite le bonheur du fond du cœur. Aimez-vous. Respectez-les et soutenez-les. Et j'ai un cadeau pour vous. Voici les clés de la maison de vacances à la campagne. Il y a une rivière à proximité, une forêt. On peut s'y reposer de la ville. La maison, bien sûr, est vieille, mais elle peut tout à fait être rénovée. Soyez heureux. Madame Fuller s'est même mise en colère et a sifflé, « Vous êtes folle? Pourquoi avez-vous donné à nos enfants une maison en ruine dans un village isolé? Essayez-vous de nous achever et de nous mettre dans l'embarras? Je ne sais pas quoi dire. Mais que pouvais-je attendre d'autre de vous? » s'écrie Hélène, qui ne s'attendait pas à une réaction aussi négative. Elle avait même contracté un prêt auprès de la banque pour acheter la maison. Elle se sent humiliée et déshonorée devant tout le monde. Shirley lui courut après, confuse et manquant de trébucher dans sa robe de mariée. Elle rattrapa sa mère sous le porche et la serra dans ses bras, la suppliant, « Maman, où vas-tu? S'il te plaît, ne pars pas. Reste. Ne fais pas attention à Madame Fuller. Tout le monde sait qu'elle est querelleuse. Merci pour ce cadeau si inattendu. Je sais qu'il vient du cœur. » Hélène secoua la tête et répondit, « Non, ma fille. Je ne peux pas rester. Il faut que je parte. Sinon, je ne pourrai pas me retenir et affronter cette femme insolente en face à face. Je ne veux pas gâcher ta journée spéciale. Sois heureuse avec Brad. Au revoir. » Shirley retourna au mariage, triste et en larmes, regardant sa belle-mère avec dédain. Madame Fuller était assise là, boudinant ses lèvres trop pulpeuses, et son fils lui disait qu'un tel comportement était inacceptable. Il a honte de ses parents. Son père lui avait donné une partie des actions de la société, mais il ne pouvait recevoir de dividendes que s'il reprenait l'entreprise de son père. Pourtant, Brad avait répété à maintes reprises que les affaires n'étaient pas son truc. Mais son père s'entêtait. Le mariage s'est donc transformé en querelle et la joie de l'événement a été complètement gâchée. Quelques mois plus tard, Shirley ne trouve pas de travail. Partout où elle regarde, on demande de l'expérience. Mais comment une jeune fille comme elle peut-elle acquérir de l'expérience? Les choses n'allaient pas bien non plus pour Brad. Il y a de moins en moins d'offres d'emploi dans son domaine, alors qu'il vient d'obtenir son diplôme. Son père a délibérément bloqué tous ses comptes bancaires pour donner une leçon à son fils désobéissant. Il espérait que Brad souffrirait et finirait par revenir à lui et devenir un homme d'affaires.
L'argent offert en cadeau de mariage disparaît rapidement et le couple n'a pas de quoi payer le loyer du mois suivant. Ils s'assoient dans la cuisine, désespérés, se demandant ce qu'ils vont faire. Soudain, Brad s'exclame, « Shirley, quels idiots nous sommes! Ta mère nous a offert une maison à la campagne. Ne pouvons-nous pas au moins aller la voir? Qui sait, peut-être qu'elle nous plaira? » Shirley le regarde d'un air sceptique et répond, « Brad, ne me fais pas rire. Toi, un citadin qui a grandi dans le luxe, tu vas au village. J'ai du mal à m'imaginer là-bas. Bien sûr, ce n'était pas une bonne idée de ma mère. Mais tu as raison. Cela vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Peut-être que ce sera une belle maison d'été pour nous. » Le lendemain, le couple se mit en route tôt le matin pour le village. Le voyage fut long et la route chaoteuse. Le soir, ils sont enfin arrivés. Lorsqu'ils ont vu la propriété qui leur avait été offerte, Brad a sifflé et a dit, « Oui, la maison est vieille. Elle a dû être un manoir. Regardez les sculptures sur les volets et l'entrée voûtée avec des colonnes intéressantes. Mais son état est déplorable. Elle a besoin de nombreuses réparations. Les tuiles se sont effritées par endroits, provoquant des fuites, et l'angle du toit est tordu. Peut-être à cause de problèmes de fondation. Je ne peux qu'imaginer ce qui nous attend à l'intérieur. » Shirley était assez bouleversée, en regardant l'immense maison lugubre et abandonnée. Elle ressemblait plus à une grange qu'à un domaine. Elle marmonne sous son souffle, « Ma mère devait être folle. Il est impossible de vivre ici. Quel cadeau! C'est au milieu de nulle part, et ça tombe pratiquement en ruine. Je n'ai même pas envie d'y entrer. Partons. Il n'y a rien à faire ici. Nous venons de perdre notre temps. » Mais Brad, qui se promenait dans la cour, s'est arrêté sur une colline et s'est exclamé, « Shirley, ne te mets pas en colère. Viens ici et vois par toi-même. Ta mère a fait quelque chose de bien. Ne juge pas si vite. Regarde comme c'est beau. C'est envoûtant. » La vue était en effet spectaculaire. À gauche, il y avait une forêt avec d'immenses pins et sapins, et à droite, des champs de blé. Non loin de là, la rivière semblait se confondre avec le ciel bleu infini. Et avec le coucher de soleil éclatant, c'était vraiment magnifique. Brad devint enthousiaste et entraîna Shirley à l'intérieur pour explorer la propriété. Ils déverrouillèrent la porte rouillée et entrèrent. L'odeur d'humidité et de souris les envahit. Il y avait 5 grandes chambres avec de hauts plafonds, mais leur état était vraiment déplorable. Le plâtre était devenu humide et s'affaissait en lambeaux. Le plancher était pourri par endroits et les planches craquaient à chaque pas. Shirley tout sauta et dit, « Qu'est-ce qu'un cauchemar aussi poussiéreux? Comment peut-on vivre ici? Que devrions-nous faire? Je ne peux même pas imaginer. » Mais son mari avait déjà un plan bien défini en tête, et il commença à le raconter avec ferveur, « Il y a beaucoup de travail à faire, bien sûr. Tu as raison. Mais si nous le faisons progressivement, une pièce à la fois, nous aurons terminé à l'automne. L'essentiel est de réparer d'abord le toit et la chaudière, puis le puits. Il faut voir les choses de l'autre côté. Nous vivons actuellement dans un appartement loué et nous n'avons pas d'emploi stable. Nous payons beaucoup d'argent chaque mois à notre propriétaire, alors que nous avons notre propre logement. Il y a beaucoup de terrain ici, et nous pouvons avoir un petit jardin potager. Il y a aussi des bâtiments de chantier disponibles, donc avec le temps nous pourrons cultiver. Il y a beaucoup d'espace, de l'air pur, de la grâce et du silence. Tentons notre chance. J'ai regardé autour de moi pendant que nous roulions et j'ai réalisé que le village n'était pas si abandonné que cela. Il y a un magasin, un bureau de poste et même une école. Shirley a regardé son mari, abasourdi, et a dit, « Eh bien, tu me surprends. Je pensais que tu serais le premier à t'enfuir d'ici, parce que c'est beaucoup de travail, et pourtant tu as fait des projets.
Eh bien, je suis ta femme maintenant, alors quoi que tu décides, c'est comme ça que ça se passera. Où tu vas, je vais. Il n'y a pas d'autre solution. Je vais essayer de m'y habituer et d'aimer cet endroit, bien qu'il soit un peu effrayant pour être honnête, mais ensemble, nous allons probablement nous en sortir. Brad embrasse Shirley et lui dit, nous nous en sortirons certainement, chacun de notre côté. Je ne veux pas vivre au crochet de mon père, tu comprends? C'est important pour moi de faire mon propre chemin dans la vie, et j'aime la nature depuis l'enfance. C'est un mauvais départ, mais comme on dit, les yeux craignent, mais les mains font le travail. Alors, qu'est-ce qui se passe? On déménage? C'est décidé? Shirley acquiesce et dit, c'est décidé, je crois en vous. Lorsque Madame Fuller apprit que son fils et sa belle-fille quittaient tout pour aller vivre au village, elle fit un scandale. Mon fils, es-tu fou ou es-tu tombé dans une sorte de secte? Où vas-tu? Tu es un spécialiste diplômé. Sois bête. Va travailler pour ton père. Tu vivras confortablement. C'est mieux pour toi de faucher le foin avec une faux? Je sais que c'est ta Shirley qui t'embrouille. C'est à cause d'elle. Mais Brad la repousse et lui dit, Maman, tu ne m'entends pas. Je ne veux pas aller voir mon père. Tu comprends? Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas me battre et vivre dans un tel stress tous les jours. Je n'ai pas ce genre de tempérament. Je vais me débrouiller tout seul et arrêter d'insulter ma femme. Si vous voulez savoir, c'est moi qui l'ai convaincu de s'installer là-bas. Ne vous mêlez pas de ma vie. Nous nous débrouillerons nous-mêmes. Monsieur Fuller s'est contenté de rire et de dire, qu'il aille dans ce foutu trou. Je peux même parier que dans un mois au plus, il sera de retour à la maison avec de la boue sur ses bottes. Il reviendra à la maison et me demandera de l'aide. Tu vois, il n'aime pas mes combines pour gagner de l'argent. Il n'y a rien. L'argent ne sent pas. C'est encore mieux. Il se rendra vite compte de ce qui lui manque et deviendra plus intelligent. Au contraire, la mère de Shirley était ravie que les enfants aient décidé de déménager et s'est portée volontaire pour les aider à faire les réparations, d'autant plus qu'elle était en vacances. La première chose qu'ils ont faite a été d'acheter et d'apporter des matériaux de construction, d'embaucher une équipe et de se mettre au travail avec beaucoup de zèle. Cependant, l'argent s'est rapidement épuisé, ne laissant que les travaux extérieurs, et ils ont dû faire le reste du travail par eux-mêmes. Hélène dit, demain matin, nous commencerons à décaper les murs. Le plâtre tient mal, il faudra donc le refaire, et ce n'est qu'ensuite que nous collerons le papier peint. Au début, Shirley gémit et se lamente. Son corps gémit et souffre d'un travail difficile auquel elle n'est pas habituée. Elle voulait tout abandonner et retourner à l'appartement, où il y avait du confort, une douche et un lit moelleux. Mais sa mère l'encourage doucement en lui disant, « Sois patiente, ma fille. C'est difficile au début, mais ensuite tu t'habitueras et tu t'impliqueras. Les réparations seront faites et ce sera plus facile. Tu as un mari merveilleux. Sois-en fier. Tu crois qu'il n'est pas fatigué? Il n'a jamais manié une pelle auparavant, et maintenant il a des ampoules sanguinolentes à cause d'un usage inhabituel. Il est fatigué au point de trembler sur ses genoux, trempé de sueur. Mais il est toujours joyeux. Il ne le montre pas. Un vrai homme. On ne trouve plus d'homme comme lui de nos jours, alors ne râlez pas et montrez-lui de l'affection de temps en temps. Ainsi, la paix régnera dans la famille. Mali, ce n'est sûrement pas que du romantisme et de beaux bouquets, mais aussi une mer de difficultés, et vous devez être capable d'y survivre ensemble, épaule contre épaule. Parfois pardonner, parfois se taire. J'étais jeune et stupide, je n'appréciais pas l'amour, et tout cela n'a servi à rien. Il est très difficile pour une femme de rester seule sans un mari bon et aimant, alors prenez soin de Brad. Mon gendre est un homme très bien. Le lendemain, ils commencèrent à travailler sur les murs. Les progrès sont rapides,
car la pièce est humide et le plâtre s'enlève facilement. Cependant, lorsqu'ils atteignent le mur du hall, ils rencontrent un problème. Il y avait une épaisse couche de mélange qui semblait fermement attachée au mur. Brad, déjà trempé, s'empare d'un pied de biche et l'ébrèche minutieusement, millimètre par millimètre. Soudain, le son devient métallique, comme si l'outil de fer avait heurté quelque chose de métallique. La curiosité l'emporte et il se met à marteler 2 fois plus vite. C'est alors qu'il découvre une porte secrète. Shirley la tire et elle s'ouvre facilement. Dans l'alcôve, il y avait un lourd coffre. À eux trois, ils parvinrent à le descendre jusqu'au sol. Lorsque Brad l'ouvrit, ils furent tous étonnés. Le coffre était rempli de trésors. Il était littéralement rempli à ras-bord de boucles d'oreilles, de colliers et de bagues, tous munis d'étiquettes indiquant qu'ils provenaient d'une bijouterie. Au fond, il y avait des liasses de billets. Shirley, très excitée, essaya les bagues, en plaça une à chaque doigt et s'exclama « Oh, mon Dieu! C'est magnifique! Nous sommes tombés sur un trésor. Nous allons être riches. Il y a des millions ici. Nous avons de la chance, Brad. Tu peux le croire? Tu nous as fait un cadeau royal, maman. » Cependant, Hélène fait retomber leur excitation d'un cran. Elle leur dit, « Attendez, les gars. Ne nous emballons pas. Ces objets ont manifestement été volés. Ils portent tous une étiquette et ce ne sont clairement pas des trésors historiques ou de valeur. Qu'est-ce qu'on fait? Brad, qu'en penses-tu? Selon la loi, nous devrions les remettre aux autorités. Et nous pourrions être récompensés pour cela. » Brad se gratte l'arrière de la tête et répond tristement, « Malheureusement, tu as raison. Nous ne pourrons pas les vendre sans avoir des ennuis. Nous ne savons pas à qui elles appartiennent ni quand elles ont été prises. La police pourrait avoir des informations supplémentaires. Quant à l'argent, nous devrions le rendre aussi, pour notre conscience. C'est peut-être l'argent du sang, qui sait? Pour l'instant, laissons tout en l'état. Hélène, à qui as-tu acheté la maison? Peut-être que l'ancien propriétaire sait quelque chose. Mais s'il le savait, aurait-il laissé de tels trésors? Hélène réfléchit un instant et dit, « J'ai réfléchi. Qu'est-ce que je pourrais t'offrir pour ton mariage? » Soudain, j'ai vu une annonce pour une maison à vendre dans le village à un prix incroyablement bas. J'ai appelé et j'ai rencontré le propriétaire. Au début, il m'a semblé peu fiable, avec ses yeux agités et ses tatouages, ressemblant à un condamné ou à un gros buveur. Son visage était ridé et il avait très peu de dents. Il avait un aspect assez repoussant. Mais les documents étaient propres, et je les ai vérifiés chez un notaire, par sécurité. J'ai eu le coup de foudre pour cet endroit. La rivière est si propre, on peut en voir le fond, et l'air est si frais. J'ai donc acheté. J'ai pensé que si tu ne l'aimais pas, je m'y retirerais moi-même et te donnerais mon appartement. Brad a regardé Hélène avec respect et lui a dit, « Merci de t'être occupée de nous. Tu es une bonne mère. Tu es attentionnée et compatissante. Elle est comme toi, gentille et attentionnée. C'est pour cela que je l'aime. » Comme tout cela s'est passé le samedi, ils ont décidé de porter le trésor à la police après le week-end. Entre-temps, ils ont continué à réparer la maison, et le processus a été encore plus rapide. En cette soirée chaude et paisible, personne n'aurait pu prévoir les problèmes qui allaient survenir. Shirley et sa mère étaient occupées dans la cuisine à préparer une salade et à mettre la table. Brad était en train de planter les derniers clous dans le banc pour le rendre moins bancal lorsque 2 voyous ont fait irruption dans la cour. Leur visage dur et leur argot révèlent immédiatement qu'il s'agit de détenus. Ils se sont jetés sur Brad, déconcertés, en criant « Et, où est notre or? Rends-le-nous maintenant ou nous te briserons le cou, à toi et à ton poulet. Nous n'avons rien à perdre. » Bien que Brad soit issu d'une famille aisée et n'ait jamais participé à des combats de rue,
il est athlétique et pratique le karaté depuis l'enfance. Il s'est immédiatement défendu en disant « Sortez de chez nous. C'est la nôtre et il n'y a plus rien qui t'appartienne ici. » Tu comprends? Shirley se précipite sous le porche, voyant ce qui se passe, devient terrifiée et hurle. Hélène évalue rapidement la situation et dit: courez vite après l'officier de police du district et demandez de l'aide. Ne restez pas immobile. Courez aussi vite que vous le pouvez. Shirley a couru dans l'arrière-cour en criant à toute la rue, au secours. Les bonnes gens. Des bandits attaquent mon mari. Que quelqu'un nous aide. Le temps que la jeune fille atteigne le poste de police, plusieurs hommes armés de fourches et de haches couraient déjà vers la maison de notre héroïne. Dans le village, le sens de la communauté est très fort et tout le monde se précipite pour aider en cas de malheur. Hélène défendait également son gendre contre les bandits. Elle brandit férocement une pelle et crie: ne vous approchez pas de lui. Je ne vous laisserai pas faire du mal à Brad. Sortez d'ici. Malgré sa détermination, Brad a fini par être blessé par l'un des bandits avec un tesson de bouteille. Heureusement, les habitants sont rapidement venus à leur secours. Tandis que Shirley et le policier local se précipitent sur les lieux, un combat chaotique s'engage dans la cour, chacun essayant de maîtriser les bandits. Finalement, les bandits ont été capturés et attachés à un poteau. Les condamnés grognent comme des bêtes sauvages, respirent bruyamment et crachent du sang. Le président du village accompagne Brad et Shirley au poste médical pour soigner ses blessures. Pendant ce temps, Hélène raconte les événements en sanglotant. Nous étions sur le point de dîner lorsque ces bandits ont fait irruption. Ils ont exigé le trésor que nous avions accidentellement découvert. Ils ont menacé de nous tuer si nous n'obtempérions pas. Brad, en jeune homme courageux, s'est levé pour défendre notre famille. Je ne sais pas ce qui se serait passé si les voisins n'étaient pas arrivés à temps. L'officier de police, surpris, demande: avez-vous vraiment trouvé un trésor? Hélène acquiesce et explique: oui. Hier, en faisant des réparations, nous avons enlevé du plâtre et trouvé un vieux coffre caché dans le mur. Il contenait des objets manifestement volés à une bijouterie, neufs et étiquetés. Nous avions prévu de le remettre à la police, mais nous n'en avons pas eu l'occasion. Que ces criminels volent toute la bijouterie et pas seulement une. C'est incroyable. Nous devons nous débarrasser des bijoux volés le plus rapidement possible. 1 heure plus tard, le trésor volé a été pris comme preuve et les bandits ont été envoyés au poste de police. Aucun dédommagement n'a été mentionné. Hélène est cependant soulagée que tout se soit bien terminé. Un secouriste a soigné les blessures de Brad, heureusement peu profondes. Il s'occupe de son mari, bandant ses blessures et lui apportant du thé chaud et des sandwichs. Brad sourit et dit: notre chance de devenir millionnaire n'a pas fonctionné, Shirley, mais je te suis reconnaissant de t'être occupé de moi. J'avais tellement peur pour toi. Si quelque chose de grave était arrivé, je n'aurais pas pu le supporter. Shirley se croise et répond: ce n'est pas grave. Nous nous débrouillerons seuls, comme nous l'avions prévu. Je ne veux pas de millions si cela doit mettre notre famille en danger. Au fait, Tania m'a offert ses poulets. Elle n'a plus la force de s'en occuper. Pourquoi ne pas essayer? Tu as toujours rêvé d'être agriculteur, non? Commençons par quelque chose de simple. Brad rit, enlace tendrement sa femme et l'embrasse sur le nez. Cela vient de quelqu'un qui a grandi en ville. Bien sûr. Essayons. Il faut bien commencer quelque part. Brad prépara une clôture et une cabane, tandis que Shirley les blanchissait à la chaux. Ils acquièrent leurs premiers animaux de compagnie. 20 mignons petits poussins. Shirley suivit les instructions de la vieille voisine et bientôt les poussins devinrent des poulets en bonne santé et Shirley était fière d'elle. Les réparations de la maison ont également progressé lentement avec l'aide de leurs voisins bienveillants.
Ceux-ci étaient heureux et surpris que des personnes aussi jeunes aient décidé de vivre dans le village, car la plupart des gens partent aujourd'hui à la ville à la recherche d'une vie confortable et prospère. En plus des poules, Brad et Shirley ont accueilli un chien nommé Teddy, qui leur a été offert par le président, et un chat nommé Thomas. Ils ont même pris le risque d'élever un veau. C'était leur nouvelle vie. Hélène leur rendait souvent visite le week-end, les aidant et passant du temps avec eux. Elle aimait être dans la vieille maison, même si elle n'était pas encore complètement installée. Il y régnait une certaine sérénité. Malheureusement, Brad n'avait aucune communication avec ses parents. Après un scandale horrible impliquant sa mère, il ne voulait même pas les appeler. Il a été profondément blessé par leur manque de compréhension et de soutien. Mais bientôt, il a appris tant de choses négatives sur son père que cela l'a effrayé au plus haut point. Près de 3 mois se sont écoulés depuis l'arrestation des 2 condamnés. Il s'était évadé de prison alors qu'il purgeait des peines pour le cambriolage de plusieurs bijouteries. Lors de la 2e enquête, les condamnés ont tout avoué. Il était inutile de se cacher puisqu'ils étaient condamnés à la prison à vie pour avoir tué un gardien lors de leur évasion. Il s'est avéré que ces condamnés avaient cambriolé des bijouteries sur la base d'un tuyau donné par un autre homme, qui avait planifié les cambriolages et pris sa part du gâteau. Cependant, lors du cambriolage de la dernière bijouterie, les voleurs ont hésité et ont déclenché le système d'alarme, ce qui les a obligés à s'enfuir précipitamment. Dans leur fuite, ils ont cherché frénétiquement à savoir où cacher le butin pour éviter de se faire prendre par la police. Ils voulaient aussi tromper le guetteur et garder le butin pour eux. L'un des bandits s'est souvenu que son ancien compagnon de cellule avait hérité d'une maison dans un village isolé et abandonné. Ils ont donc décidé de cacher leurs biens volés dans un compartiment secret du mur de cette maison, en veillant à ce qu'ils soient bien déguisés. Malheureusement, les cambrioleurs ont fini par être arrêtés par la police. Par l'intermédiaire d'un avocat, le guetteur a averti les condamnés que s'ils essayaient de le trahir, ils se débarrasseraient d'eux dans leur cellule dès la première nuit. Les cambrioleurs ont pris peur et ont compris qu'il valait mieux obéir à l'autorité pénale. Ils se sont donc tués et ont prétendu qu'ils avaient volé seuls et ont jeté les bijoux et l'argent volés sur la route à un endroit dont ils ne se souvenaient pas. Le beau-frère des cambrioleurs a été chargé de surveiller la maison. Cependant, il n'avait pas prévu que le propriétaire de la maison la vendrait soudainement. Brad a écouté tout cela, et, à la fin, il a demandé à l'enquêteur, « Qu'est-ce que c'est que ces gens ?» Il ne s'arrête devant rien. C'est toute une histoire de détective, mais vous n'avez pas dit l'essentiel. Qui était le guetteur? En fait, c'est lui qui est responsable de tout. Et pourquoi m'avez-vous appelé? Je ne suis pas impliqué dans cette histoire, si ce n'est que j'ai trouvé ces bijoux volés, et que j'en ai aussi souffert. L'enquêteur âgé soupire lourdement et dit, justement, Brad, je ne t'ai pas appelé pour rien, mais pour te faire part d'une nouvelle. J'ai des nouvelles désagréables. Il s'est avéré que le client de tous ces vols était votre père, Monsieur Fuller. Toutes ces affaires ne sont qu'un écran, une couverture. En fait, il est connu depuis longtemps comme une personnalité bien connue des milieux criminels, mais il est toujours resté dans l'ombre, sans jamais se salir les mains. C'est pourquoi, pendant tant d'années, nous n'avons pas pu élucider ses sombres agissements. Maintenant qu'il fait l'objet d'une enquête, il risque une peine décente assortie de la confiscation de tous ses biens. C'est comme ça, Brad. Saviez-vous quelque chose sur les activités illégales de votre père? Brad est resté assis, bouche bée, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Vous en êtes absolument sûr? Comment est-ce possible? Honnêtement, j'ai refusé de m'impliquer dans les affaires de mon père dès le début. Il a toujours fait des affaires risquées, et je ne pouvais pas supporter cela. Mais le fait qu'il ait été impliqué dans des activités criminelles, et qu'il ait même dévalisé des bijouteries, je n'arrive pas à y croire. Oh, mon Dieu! Je peux le voir? Je dois le regarder dans les yeux et lui poser moi-même la question.
Alors je comprendrai tout. Attendez un peu. Si mon père est jugé et que tout a été confisqué, où est ma mère? Nous nous sommes disputés avant que je ne quitte le village et nous n'avons plus aucun contact. L'enquêteur haussa les épaules. L'enquêteur haussa les épaules, je n'en sais rien. Il faudra que tu le découvres toi-même. Mais pour ce qui est de la visite à votre père, je me charge de l'organiser. Je compatis avec vous, Brad. Ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Mais que pouvez-vous faire? Brad se rendit à son manoir en ville, mais celui-ci était fermé et personne ne s'y trouvait. Il a commencé à appeler sa famille et ses amis, mais il s'est rendu compte qu'après l'arrestation très médiatisée de son père, il ne voulait plus rien savoir de lui. Beaucoup ne répondaient même pas au téléphone, et ceux qui le faisaient affirmaient avec irritation qu'ils ignoraient où se trouvait sa mère. Ils lui ont demandé de ne pas rappeler, craignant de nuire à leur réputation. Brad était une épave nerveuse, ne sachant pas où sa mère pouvait se trouver. Où était-elle? Peut-être avait-elle besoin d'aide. Après tout, les comptes de son père étaient manifestement gelés et sa mère n'avait jamais travaillé nulle part. Brad est arrivé tard au village, vers minuit. Shirley, très inquiète, le serra très fort dans ses bras. Il lui raconta l'arrestation de son père, les voleurs et ses inquiétudes au sujet de sa mère. Shirley l'a serré dans ses bras et lui a dit, « Si ta mère n'a nulle part où aller, elle peut vivre avec nous. Je le tolérerai. Nous ne pouvons pas la laisser dans la rue. Il y a beaucoup de place pour tout le monde ici, même si elle devra s'adapter à un mode de vie plus simple. » Brad embrasse sa femme et lui exprime sa gratitude pour sa compréhension. Il savait que sa mère avait blessé Shirley dans le passé, mais ce n'était pas le moment de la blâmer. Il devait la retrouver et lui apporter leur soutien. Tu es un véritable trésor. Allons nous coucher. Je suis épuisé. Aujourd'hui, j'ai reçu tellement de mauvaises nouvelles. J'ai la tête qui tourne. Alors que le couple finissait de débarrasser la table et s'apprêtait à aller se coucher, on frappa bruyamment à la fenêtre. Shirley frémit. Elle n'avait pas encore oublié comment s'était terminée la dernière visite inattendue. Elle murmura, « Brad, ne pars pas. Tu pourrais venir à cette heure tardive. » J'ai peur. L'homme lui-même devint nerveux mais ne le montra pas. Il enfila sa veste et sortit de la maison. Le chien aboyait furieusement, ayant senti l'odeur d'un étranger. C'est alors que Brad entendit la voix de son voisin, Richard. « Brad, Shirley, vous êtes là? Je vous ai amené un invité. Ta mère est venue nous rendre visite, mais elle s'est perdue, elle s'est trompée de chemin, elle est allée presque jusqu'à la forêt. Et je revenais du village voisin quand je suis tombé sur une dame si à la mode. » Et en effet, Brad a vu sa mère couverte de piqûres de moustiques et en pleurs. Elle avait les talons et la roue de sa valise cassée, les bas déchirés et les jambes éraflées. Elle tenait à peine debout à cause de la fatigue. L'homme se précipite pour la prendre dans ses bras. « Maman, tu es là. C'est si bon que tu sois venue. Hier, je t'ai cherché dans toute la ville, mais personne ne savait rien de toi. Pourquoi n'as-tu pas appelé? Je vous aurais rencontré. » Madame Fuller se mit soudain à sangloter pitoyablement. « Je n'en sais rien. J'avais honte, pour être honnête. Je vous ai fait tellement de mal, avouez à Shirley. Ma belle-fille n'a pas été traitée comme un être humain et ce n'est que maintenant, alors que j'ai moi-même beaucoup souffert, que je réalise à quel point j'ai eu tort. Je réalise à quel point j'ai eu tort. Je suis désolée, mon fils. Voulez-vous accueillir votre mère? Tu ne me mettras pas dehors. Je n'ai nulle part où vivre. Ton père est emprisonné et la maison est confisquée. » Brad prend la valise et remercie son voisin. « Merci, Richard, d'avoir amené ma mère. Je vous en dois une. Viens demain soir et nous ferons plus ample connaissance. Maman,
ne fais pas l'idiote. Rentrons vite à l'intérieur. Shirley s'occupa de sa belle-mère, mit la table, fit chauffer le thé, fit son lit dans la chambre d'amis et prépara son bain chaud. Madame Fuller s'assit tranquillement comme une souris et observa sa belle-fille. Elle se dit, quelle bonne fille. Gentille, travailleuse et jolie. Pourquoi lui ai-je bêtement gardé rancune? Entre-temps, dit Shirley, j'ai mis un peignoir chaud pour toi. Elle n'est pas très à la mode, mais il vaut mieux la mettre parce qu'il fait froid dans la maison. Tu vas certainement geler dans ton pyjama de soie, surtout après le bain. Tu as des pantoufles ou tu veux des chaussettes chaudes? Madame Fuller a soudain regardé attentivement sa belle-fille et lui a pris la main. Shirley, mon enfant, pardonnez-moi. Je suis une femme méchante et stupide. J'ai eu tort de te juger et de me disputer avec mon fils. Et maintenant que je te regarde, je ne peux pas trouver une meilleure belle-fille. S'il te plaît, oublie tous les torts, d'accord? Je promets de ne plus être capricieuse. Je vous aiderai. Je ne suis pas vraiment adaptée à la vie de village, mais j'essaierai. Nous vivrons comme une famille sympathique. Shirley est très heureuse de ces paroles chaleureuses et sincères. Elle sent que sa belle-mère parle avec son cœur. Je ne suis pas vindicative. Tout se passera bien. On a seulement l'impression que la vie au village est si dure et si terrible. C'est ce que j'ai pensé au début. J'étais très fatiguée et j'avais envie de pleurer, surtout lorsque nous avons planté un potager pour la première fois de notre vie. J'ai passé la moitié de la nuit à gémir à cause de mon mal de dos. Mais vous savez, il y a d'énormes avantages. L'air pur, la liberté, l'absence de bruit et d'agitation. Et la nature? Demain, nous irons à la rivière, et vous en tomberez certainement amoureux. Les gens d'ici ne sont peut-être pas des aristocrates, mais ils sont gentils et serviables. Lorsque nous avons été attaqués par ces bandits, la moitié du village est venue nous aider. Est-ce possible en ville? Les gens vivent côte à côte depuis des années et ne connaissent pas leurs voisins. Brad est en train de construire une ferme. Nous aurons nos propres revenus, nous ne serons pas perdus. Et je vous suis reconnaissante pour votre fils. J'aime tellement Brad. C'est le meilleur. Une semaine plus tard, Brad et sa mère sont allés en ville pour voir son père. Ils ont été autorisés à se rencontrer. Madame Fuller était anxieuse car, depuis l'arrestation de son mari, ils ne s'étaient jamais revus. Brad ne savait pas non plus ce qu'il allait dire à son père. Crier, accuser, pardonner. Leur relation a toujours été difficile. Depuis l'enfance, Monsieur Fuller essayait d'étouffer les intérêts de son fils. Lui mettait la pression et tentait d'en faire son assistant. Mais Brad était différent. Il aimait la nature et le silence, il était gentil, honnête et ouvert. Il ne voulait pas devenir un commerçant sans cœur. Cette confrontation entre le père et le fils dura de nombreuses années. Lorsque Brad et sa mère sont entrés dans la salle de réunion, ils ont été choqués. Il n'y avait plus aucune trace de l'homme d'affaires sûr de lui et prospère. En face d'eux, un vieil homme fatigué et amaigri. Brad a regardé son père dans les yeux et lui a demandé directement, « Papa, tout cela est-il vrai? L'entreprise n'était-elle qu'une couverture? Et as-tu vraiment été impliqué dans des activités criminelles pendant longtemps? Je n'arrive toujours pas à y croire. Si c'est un mensonge, dis-le-moi. J'engagerai un avocat et nous vous sortirons de là. » Il baisse la tête d'un air maussade. Je comprends que tu sois choqué d'entendre parler de moi. Oui, mon fils, c'est vrai, même si j'ai terriblement honte. Personne, pas même ma femme bien-aimée, n'a jamais su ce que je faisais vraiment. J'ai toujours pensé que l'argent n'avait pas d'odeur, quelle que soit la façon dont on l'obtenait. Je suppose que c'est faux. Mais j'ai fait de mon mieux pour toi, pour que tu puisses vivre comme une reine et ne te priver de rien. Combien de fois as-tu été à l'étranger? Et toi,
Brad, avais-tu besoin de quelque chose quand tu étais enfant? Tu avais tout. Les meilleurs professeurs, les meilleures classes, la piscine, le karaté et les choses à la mode. Je voulais que tu sois comme moi. Mais tu es différente. Trop gentil, trop doux, et ça m'a mis en colère. Un fils à maman. Tu as toujours été plus proche d'elle que de moi. Je pensais que ton désir d'épouser Shirley, et ton départ à la campagne, était du bonheur. Ça m'a mis en colère. Comment est-ce possible? Je suis le roi de la vie et mon fils est un perdant. J'étais sûr que tu ne tiendrais pas une semaine dans ce coin des bois. Et seulement quand tu as failli être tué à cause de mes actes passés. Quand je suis arrivé ici, en prison. Est-ce que j'ai eu une vraie peine? C'est la seule fois où j'ai repensé ma vie. J'ai réalisé beaucoup de choses. Tu n'es pas pire que moi. Tu es meilleur que moi, mon fils. Tu ne t'es pas engagé dans des aventures. Tu n'as pas choisi la facilité. Et même si tu aurais pu vivre heureux avec mon argent. Tu as choisi l'amour. Tu n'as pas trahi Shirley et tu n'es pas allé à l'encontre de tout le monde. Tu as fait ce qu'il fallait. C'est ton choix et je le respecte maintenant. Je suis fier de toi, mon fils. Et je m'excuse sincèrement que toutes ces années, au lieu de t'aimer tel que tu es, j'ai essayé de te refaire pour moi. J'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai fait des choses désagréables et maintenant je suis vraiment désolé pour ça. C'est dommage, je ne peux pas revenir en arrière. Brad ne put retenir ses larmes. Il est venu serrer son père dans ses bras et lui a chuchoté, « Peu importe comment tu es toujours mon père, la personne la plus chère et je t'aime. Je ne sais pas comment être en colère pendant longtemps et je te pardonne. » Monsieur Fuller a également serré sa femme dans ses bras et lui a murmuré à quel point il était coupable et combien il l'aimait, tout en sachant qu'il lui disait adieu pour toujours. Le temps passa et la vie continua comme si de rien n'était. Brad reconstruisit la ferme derrière la maison et commença à maîtriser lentement ce métier difficile. Shirley l'aidait activement à tout faire. Ils travaillaient ensemble du matin au soir, sans relâche. 6 mois plus tard, la mère de Shirley est venue vivre avec eux. Elle a vendu son appartement en ville, a remboursé le prêt qu'elle avait contracté pour acheter la maison et a donné le reste de l'argent aux enfants. C'était juste assez pour acheter des machines à traire et l'équipement nécessaire à la production de fromage fermier. L'entreprise s'est développée et des entrepreneurs ont bientôt commencé à venir à la ferme pour acheter des produits biologiques tels que du lait, du fromage blanc et du beurre. Tous les membres de la famille vivaient amicalement et toutes les rancunes et les malentendus étaient oubliés depuis longtemps. Le soir, ils buvaient du thé avec de la confiture de fraises et discutaient de leurs projets d'avenir. Richard, un voisin, se joint souvent à eux. L'homme est veuf, sa femme est décédée d'une crise cardiaque il y a 10 ans, et ses enfants ont fondé leur propre famille depuis longtemps. Au fil du temps, il s'est pris d'affection pour la mère de Shirley et tente maladroitement de s'occuper d'elle. Un soir, Richard arriva à leur réunion, vêtu d'une chemise blanche repassée, d'un pantalon gris aux plis repassés et de chaussures cirées. Il était rasé de près et une odeur d'eau de Cologne émanait de lui. Il tenait dans ses mains un bouquet de chrysanthèmes. Brad siffle et s'exclame, « Richard, tu es magnifique. Quelle est l'occasion? C'est ton anniversaire? Ou tu vas te marier? » Richard tousse, regarde profondément Hélène dans les yeux et déclare fermement, « Brad, tu as presque raison. Je suis venu ici pour demander la main d'Hélène. Je ne peux pas vivre sans elle. Je pense constamment à elle. Hélène, devant toute ta famille, je te demande officiellement ta main. Je ne suis peut-être pas un homme riche, mais j'ai une bonne maison. Avoir une partenaire comme vous serait un rêve devenu réalité. J'admire votre jardin et il remplit mon cœur de joie. Vous vous en occupez avec tant d'amour. Si je ne réponds pas à vos attentes, dites-le moi. Nous ne sommes plus de jeunes enfants.
Prenez le temps de réfléchir et de me donner votre réponse. Et ce bouquet, il vient du fond de mon cœur. Hélène est stupéfaite, elle applaudit et la regarde. Elle rougit comme une écolière, se sentant relativement ridicule dans sa robe à pois, alors que cet homme lui avoue ouvertement son amour. Richard lui plaisait également. Ils ont eu de nombreuses conversations sur la vie et c'était un homme honnête qui ne buvait pas beaucoup, seulement pendant les vacances comme tout le monde, mais il ne pouvait pas se marier à ce stade de sa vie. Au fil des années de solitude, elle avait oublié ce que c'était que de vivre avec un homme. Elle avait depuis longtemps abandonné l'idée de trouver le bonheur en tant que femme. Cependant, elle aspirait à ce que quelqu'un l'aime, croie en elle, la soutienne et soit à ses côtés. La femme regarde tout le monde avec culpabilité et commence à marmonner. Eh bien, vous savez comment me surprendre. Je suis même troublée. Vous êtes un bel homme et un excellent hôte et pour être honnête. Je vous aime bien aussi. Mais comment puis-je laisser mes enfants? J'ai promis de les aider. Il y a tant de travail à faire dans le jardin et à la ferme. Shirley rit de bon cœur, regarde son mari et intervient. Maman, nous ne sommes plus des enfants en bas âge. Nous pouvons nous débrouiller seuls. Le plus important, c'est que tu sois heureuse. Nous sommes tous d'accord. Tout le monde s'est mis à rire et à scander, santé. À la vôtre. Richard, sans se décourager, s'approche d'Hélène, l'enlace timidement et l'embrasse. Quelque chose en elle explose et une vague de tendresse l'envahit lorsqu'elle sent le contact fort et doux de ses mains sur sa taille. La chair de poule lui parcourut le corps. Une sensation qu'elle avait oubliée depuis longtemps. Il était incroyable que cette vieille maison délabrée ait réuni toute la famille d'une manière aussi remarquable. Elle dégageait une aura particulière et positive qui apaisait et élevait tout le monde. Bientôt, Shirley partagea la joyeuse nouvelle avec tout le monde. Elle était enceinte. Brad était fou de joie et sautait comme un enfant. Seule Madame Fuller est d'abord choquée, se regardant dans le miroir et pensant, « Je suis presque une grand-mère. » Oh, mon Dieu! Elle exprime cependant sa fierté et son bonheur pour son fils dans une lettre à son mari. « Tu sais, tu seras bientôt grand-père, alors tiens bon pour ton petit-fils et ne perds pas espoir. Notre fils est différent de nous. Il vit avec son cœur et aime sincèrement, et je suis fière de lui. L'argent n'est pas sa priorité. Il ne se livre pas à des extravagances inutiles et n'essaie pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La vieille maison a été rajeunie, ne ressemblant plus à une grange abandonnée. Elle était imprégnée d'une nouvelle vie, car elle avait rajeuni et rayonnait grâce à ses nouvelles fenêtres et à ses vignes tentaculaires. Il travaille simplement et aime sa famille de manière désintéressée et sincère, et cela signifie beaucoup. J'ai aussi trouvé quelque chose qui me plaît ici, la fabrication de fromages exquis selon des recettes anciennes, alors vous pouvez être fiers de moi. Même quelqu'un d'aussi raffiné que moi peut s'épanouir à la campagne. Nous nous souvenons tous de vous et nous vous aimons. Revenez bientôt.